Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. My life belonged to that struggle. Saison 2. Féminisme, genre et minorité. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen. Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits. Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins. Les procès du siècle, saison 2. Féminisme, genre et minorité. 14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 1. Peut-on être trop féministe ? Avec Sophie Bramley, Marion Séclin et Toufik Hakem à la modération. Waouh, quelle salle! Merci beaucoup d'être venus, nombreux, malgré le temps pluvieux. Et bien donc, je peux déclarer que l'audience est ouverte. Mais d'abord, je vais me présenter peut-être. Toufik Hakem, je suis journaliste producteur à la radio. J'anime et je produis sur France Culture les émissions Esprit des lieux le samedi à 19h et Affinité culturelle le dimanche à 15h. Et j'aurai donc le privilège cette année de venir animer ces procès. Donc, procès 1 de la saison 2. Peut-on être trop féministe ? Bien sûr, c'est ce mot-là qui va faire débat. Trop. Alors, je ne vous dis pas qu'il est connoté péjorativement, ça vous le savez. Mais autrement dit, on va voir si un mouvement émancipateur peut être contre-productif en étant radical, violent. On entend de plus en plus des féministes historiques, par exemple Elisabeth Badinter, mais ce n'est qu'un exemple affirmé que les jeunes militantes et militants de la cause peuvent être trop agressifs, trop radicaux, donc hors sol. Nos deux expertes qui vont introduire ce procès sont deux artistes impliqués, engagés, mais chacune a sa vision, sa définition de ce qu'on appelle le féminisme radical. Je vous demande donc d'accueillir et d'applaudir Sophie Bramley et Marion Séclin. Marion Séclin, bonjour. Sophie Bramley, vous avez été photographe, directrice artistique dans des maisons de disques, vous avez été productrice télé, vous dirigez un think tank qui mesure l'impact du féminisme sur la société et en 2019, vous avez publié ceci, c'est-à-dire Un matin, j'étais féministe aux éditions Kéro, où vous faites le lien entre la pop culture et le féminisme, notamment à travers le rap. Marion Séclin, actrice, scénariste et réalisatrice, vous avez su imposer votre voix grâce aux réseaux sociaux. Vous êtes suivie par 345 000 personnes sur Instagram. Il y a donc deux générations autour d'un même thème. Peut-être que je vais vous donner tout de suite la parole sur l'intitulé de ce premier procès de la saison 2. Peut-on être trop féministe ? Sophie Bramley ? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue du masculin, le trop semble se manifester. Du point de vue du féminin, pas du tout. Non seulement il y a encore énormément à faire et des situations insupportable au XXIe siècle, mais il y a aussi des endroits où le féminisme, pas le féminisme, le droit des femmes recule. Donc on n'est pas prêt du tout de voir un féminisme s'estomper. Je ne crois pas. Je ne vois pas comment. Mais quand je parle de trop, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une radicalité qui s'exprime aujourd'hui, y compris dans un mouvement aussi émancipateur que le féminisme ? J'entends bien ce que vous dites et je fais semblant d'être sourde. Mais moi j'insiste. Alors je fais semblant d'être sourde parce que je ne sais même pas quoi vous répondre, à vrai dire, tellement ça me paraît une évidence, en particulier maintenant où la situation économique dans plein de pays du monde recule et les droits des femmes avec. Je ne vois pas comment le trop peut agacer. Marion Séclin ? Oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Sophie Bramley ou est-ce qu'on peut dire d'ailleurs trop féministe ? À mon sens, si on prend vraiment la définition du dictionnaire du féminisme, ça parle d'égalité et je ne connais pas une égalité trop importante. On n'est jamais trop payé équitablement ou trop plus victime de violence. Du coup, si je dois être un peu de mauvaise foi et juste dire l'intitulé, non, on ne peut pas être trop quelque chose qui demande une égalité. Maintenant, je trouve que la radicalité qui s'installe est nécessaire et
je suis plus curieuse de toutes les formes de féminisme qui existent, et je préfère juste en faire la liste et savoir quels sont les courants de pensée qui existent, et je pense que cette radicalité est indispensable. Donc, vous deux, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une radicalité? Oui, absolument. Est-ce... Je me dis que pour lutter, pour avoir des droits, vu où on en est, je pense que si on n'est pas radical, ou au moins si une partie des militants et des militantes ne sont pas radicaux, c'est dommage, parce que demander poliment, ça n'a jamais été particulièrement efficace. Alors, j'ai envie de lire un extrait de Cher connard de Virginie Despentes. À un certain moment, le personnage dit « Parler de féminisme, c'est comme dire patate. Mais de quelle patate tu parles? Pour faire quoi? Il faut préciser, tu es féministe avec qui? Être féministe avec Audre Lorde, ce n'est pas être féministe avec McKinnon. Ma copine, lesbienne, radicale, me dit qu'elle est féministe avec Monique Wittig. Alors, vous deux, vous êtes féministe avec qui? Une manière de parler un peu de vos références, les personnes qui vous ont marqué, les personnes avec qui vous avez des affinités. Marion Séclin? Moi, je suis féministe avec Agatha Christie. Ah? Ah ouais, bah oui. C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé de féminisme, mais elle a fait exactement comme Sophie disait tout à l'heure, elle a fait des trucs. Je ne pense pas qu'elle ignorait qu'on ne l'attendait pas là. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle a écrit tant de livres. Et j'avoue que je suis féministe avec elle surtout parce que je me dis que peut-être un jour j'arriverai à ce niveau où j'incarne tellement la personne qui ne demande pas la permission et qui fait les choses que les choses se passeront bien. Mais je trouve qu'elle est un exemple de réussite qui est important à avoir en tout cas. J'ai pas énormément de références féministes, particulièrement militantes. J'ai pas lu beaucoup. Essayiste ou philosophe. Mais c'est très bien comme réponse, Agatha Christie. Merci. Sophie Bramley? Alors, j'ai pas mal de femmes en tête. Une seule. Une seule? Et pas Simone de Beauvoir. Françoise Héritier. Ah bah, très bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qu'elle raconte sur la valence des sexes, c'est vraiment ce que j'ai vu de plus intelligent et de plus créatif sur les problèmes de fond. Pardon, mais je vais quand même parler 2 secondes de Simone. Je trouve qu'on a la chance d'avoir en France, pour moi, les 2 plus grandes féministes de l'histoire, c'est-à-dire la première qui a fait un tableau très exhaustif de la situation des femmes et de leur statut, et la seconde qui est allée creuser sur le pourquoi et qui a fait des analyses brillantissimes. Donc c'est vrai qu'après ça, il y a plein d'intellectuelles américaines que j'aime beaucoup, Judith Butler, il y en a plein qui m'intéressent profondément, mais celle qui pour moi est capitale, c'est vraiment Héritier, et je suis très contente et de son nom et de savoir qu'elle est française et d'avoir eu la chance de la rencontrer et de faire des trucs avec elle. Je la trouve vraiment éblouissante. Et vous aurez l'occasion d'approfondir votre pensée et l'une et l'autre avec vos pièces à conviction. Mais maintenant, on va entendre des témoignages, et des témoignages qui viendront à chaque séance. Ces témoignages que vous allez entendre, cher public, ont été préparés par les participants à la commission d'enquête. C'est un atelier régulier animé par Grégoire Ingold et proposé au public du MUSEM tous les dimanches sur la journée complète. Nos premiers témoins peuvent faire leur entrée. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Elias, j'ai 40 ans et je suis garde forestier. Je suis un citoyen lambda qui aspire à parler à ce pupitre au nom de personne et tout le monde. Trop, c'est trop. Mais ce n'est pas de trop de féminisme dont nous parlons. C'est plutôt du trop de violence que charrie la domination masculine et le patriarcat qui provoque l'exaspération légitime, non seulement des femmes, mais aussi de tous ceux à qui cet état de fait, qui recule beaucoup trop lentement, demeure inacceptable. C'est ce trop de violence qui fait que les rapports entre les femmes et les hommes s'apparentent aujourd'hui à une cocotte minute, prête à exploser à tout instant. Les chiffres des féminicides, du viol, en France comme dans le monde, nous rappellent tous les jours qu'il n'est plus temps,
en matière de lutte pour l'égalité, de tergiverser, et que Christine Delphi a raison lorsqu'elle dit qu'une féministe qui est accusée d'exagérer est sur la bonne voie. 251 féminicides en France l'année dernière contre 238 en 2020. Une femme violée toutes les 2 minutes dans le monde. Seulement 20% des viols sont suivis d'une plainte. Seulement 1% d'entre eux donnent lieu à une condamnation. Il faudrait ainsi que vous connaissiez 100 femmes violées pour que 20 passent les portes du commissariat et qu'une obtienne justice. À l'échelle du globe, une quarantaine de pays, parmi lesquels Malte, le Qatar, le Pakistan, le Sénégal ou le Venezuela, interdisent l'avortement, même en cas de viol. Qui peut se faire à l'idée d'une société mondiale dans laquelle prospèrent ces faits insupportables à la conscience humaine? S'agissant d'une violence d'une toute autre nature, que vous ne pourrez qualifier de spectaculaire ou de fait divers, puisqu'elle concerne quelque chose de routinier et de structurant dans nos vies, le travail, les écarts de salaire de l'ordre de 22% dans un pays industrialisé comme la France montrent qu'on est encore loin d'accorder la même valeur à l'activité des femmes et des hommes. Cependant, mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas. Féminicide, viol, écart de salaire ne représentent que la partie la plus visible de la domination masculine et du patriarcat. Bonjour, mesdames les expertes, monsieur le président. Je suis lycéenne et je m'appelle Alice. Et pour l'instant, en ce qui me concerne, j'ai de la chance de ne pas faire partie des statistiques. Et je dois considérer ça comme une chance parce que maintenant, c'est une chance de ne pas s'être fait violer. Mais jusqu'à quand? Parce que quand je sors dans la rue, maintenant je dois suivre quelqu'un pour ne pas me faire suivre. Et quand on revendique, quand on dit que nous, on n'est pas respectés dans l'espace public, dans l'espace médical ou encore dans l'espace de travail, on nous dit que c'est trop. On nous dit qu'on est hystérique. Mais hystérique de quoi? Hystérique de ne pas vouloir perdre notre nom, de ne pas vouloir perdre notre identité. Hystérique de ne pas vouloir être le fruit du regard des hommes dans une société qui a été créée par l'homme pour l'homme et de servir là-dedans. Système qui nous rabâche sans cesse qu'on est trop ou pas assez. Système où notre volonté individuelle passe après les lois de la féminité créées par l'homme. Système dans lequel mon corps ne m'appartient pas, dans lequel je serais toujours trop grosse, trop bruyante, trop poilue peut-être. Mais trop quoi? Encore trop? Peut-être que je serais trop musclée aussi. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que j'étais assez jeune et assez belle pour me prostituer. J'étais assez jeune pour avoir des enfants. Mais avoir des enfants, pourquoi? Avoir des enfants pour élever un violeur et une fille qui vit pour le regard des hommes. Parce que ça, c'est ma condition. Parce que ça, c'est intrinsèquement moi. Parce que ça, c'est la clé de mon épanouissement. Et dans tout ça, dans ce trop, moi, je suis qui? Mon individualité, elle est où? Moi, j'étouffe. Le féminisme, c'est quoi? Le féminisme, c'est peut-être faire de la place juste pour que les femmes, elles puissent exister. Juste pour que les femmes, elles puissent être libres. Parce que pendant que je suis là, en train de vous juger parce que vous n'en avez pas fait assez pour ma liberté, pendant qu'on est là à tous discuter bien tranquillement, là, dehors, il y a une femme qui se fait violer. Merci beaucoup, Marion Séclin. Vous allez tout de suite réagir. Et après, Sophie Bramley. Mais ces témoignages d'Ilias et d'Alice retournent la question de peut-on être trop féministe? On arrive à la question, sommes-nous aujourd'hui, même si on est progressiste, encore peu féministes? Marion Séclin. Le fait qu'on pose la question répond à la question. C'est-à-dire que si on était assez clair avec le fait qu'on a mis en place des choses pour que l'égalité existe réellement, on ne serait pas en train de se poser la question, je pense. Et encore une fois, je vois à quel point ça fait débat partout, tout le temps, à quel point des choses sont entendues et indiscutables, mais à quel point la condition des femmes mérite toujours vraiment des arguments, des discussions, des heures et des heures de retourner les choses. Et c'est quelque chose qui m'attriste énormément, c'est qu'on débatte comme si on était des cas
et qu'il fallait justement en parler, et que des gens aient des arguments contre, du coup, et c'est pour ça que ça ne fait pas avancer les choses. Comment on peut avoir des arguments contre? Sophie Bramley, comment vous réagissez? Bon, j'écoute toujours un peu du côté de la provocation, mais c'est mon côté photographe. Il faut toujours que je mette la caméra sur un autre angle. Par exemple, je vais prendre des petites anecdotes. Encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a peut-être, 8 ou 10 ans, il y a eu tout un truc autour et du mansplaining et du manspreading. En français? En français, le manspreading, c'est le goujat qui prend toute la place, par exemple, dans le métro, en écartant ses cuisses, et qui va expliquer qu'il a besoin de place pour ses bijoux. Et donc, je me souviens, la première fois que j'avais vu ça, c'était à New York, dans le métro. Il y avait carrément des pubs qui disaient « Messieurs, s'il vous plaît, refermez vos cuisses, laissez les autres s'asseoir ». Et c'était intéressant, et ça partait d'un bon sentiment. Mais moi, j'ai toujours envie de l'inverse, c'est-à-dire que les femmes occupent l'espace. C'est-à-dire qu'à leur tour, elles soient encouragées à faire du woman spreading, et que, si vous voulez, dans l'éducation que nous avons reçue au fil des siècles et dont nous avons du mal à nous débarrasser, mais qui date plutôt du XVIIIe d'ailleurs, on a appris aux femmes à croiser les jambes, à baisser la tête, à replier leur corps sur elles-mêmes, alors que les hommes, ça leur pose absolument aucun problème. Mais j'arrive pas à comprendre ce que vous génial. Dites. Vous dites que les femmes fassent comme les hommes plutôt que de demander aux hommes de... c'est-à-dire qu'il y a un truc de renforcement plutôt que... Si vous voulez, moi, être une femme, je ne sais pas ce que c'est. Je dis je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est tout le temps défini par rapport à qu'est-ce qu'elle n'est pas qu'un homme est. Mais qu'est-ce qu'elle n'est pas qu'un homme est, en dehors de l'appareil reproductif, je n'en sais rien, tout le reste c'est du culturel. Non, mais pour revenir au témoignage, vous avez l'impression que c'est pas ce genre de témoignage pourrait être comparé à des discours victimaires, et que vous êtes plutôt pour un discours progressif. Oui, c'est ça. Mais je peux pas. Alors, je ne veux pas Parce accuser. Parce que tous les chiffres sont. Oui, les chiffres sont atroces, et on est d'accord. Et je ne veux pas avoir l'air de dire ce que je ne dis pas. Nous appartenons à une époque victimaire. Donc ça s'inscrit dans un cadre général. Je ne sais pas pourquoi, depuis le début du XXIe siècle, tout le monde est victime de quelque chose, et je ne vais pas dire le revendique, c'est atroce, mais en tout cas l'exprime comme si on ne pouvait être que victime. Alors évidemment, je ne veux pas, encore une fois, retirer quoi que ce soit au statut de victime. J'aimerais que l'on encourage à la force. C'est tout. Marion Séclin, on va passer à votre pièce à conviction qui nous a beaucoup, beaucoup étonnés. Si vous voulez savoir c'est quoi la première pièce à conviction de Marion Séclin, eh ben, c'est ça. Une échelle. Alors, on n'a pas trouvé l'échelle, mais on sait ce que c'est. Mais pourquoi non, mais une échelle? j'en ai une. Hein, vous avez ramené une échelle? Bien sûr, elle a fabriqué. Non, mais c'est incroyable. Si, j'ai fabriqué. Attendez, bougez pas. Une échelle. Bon. Une échelle de la taille dont j'avais besoin. J'avais pas besoin d'une échelle. J'avais besoin d'une toute petite échelle. Voilà. C'est votre pièce à conviction. Oui. C'est très joli, mais pourquoi? C'est à peu près, globalement, l'échelle de l'évolution des droits des femmes ces dernières années. Mais attention, elle va vous dire que c'est un discours victimaire. Mais c'est pas... C'est pas contradictoire. C'est pas, en plus, faux, surtout. Moi, plutôt que je suis pour renforcer les femmes, mais je suis surtout pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes. Encore une fois, aller au lieu que les femmes s'inscrivent au jujitsu, envoyer les mecs faire des cours de masculinité non toxique, que eux aussi ils fassent quelques... Ah là, il va falloir répondre, Sophie Bramley. Mais non, mais elle a raison, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Mais vous voulez dire quoi, Marion Séclin? C'est-à-dire que s'il fallait comparer entre le progrès, d'une manière générale, et l'émancipation des femmes, c'est tout petit à côté de ce que... La Tour Eiffel. D'accord. Vous voyez? Et c'est visible, hein, c'est super, on la voit. On la voit pas de loin, on la voit, hein, mais c'est minuscule. Et c'est le souci, c'est qu'on nous dit, voilà, pourquoi vous n'êtes pas contente? Il y a un problème. On a quand même discuté de vos droits
Oh, c'est très sympa. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que la position de victime, sur le long terme, n'est pas propice au changement. Mais ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque personne qui a été victime de quelque chose. C'est un chemin qu'on fait. Au début, on a besoin de passer par le fait que le monde autour de nous reconnaisse que ce qu'on a vécu, c'était pas normal. Si à aucun moment on parle du fait d'être une victime, personne ne va jamais dire j'entends et je comprends. Et dans un monde qui reconnaît si peu le fait qu'on soit victime beaucoup et tout le temps, ben on le répète, puis ensuite on passe à autre chose et on se dit de toute façon il faut qu'on fasse un peu la paix avec ce monde. Et je pense que la force vient avec les années, en fait, avec le regard que nous on porte là-dessus. Donc je pense que c'est nécessaire. Et encore une fois, c'est important qu'il y ait des personnes qui aient des discours victimaires. Et ils ne suffisent même pas à rendre le débat sur les droits des femmes inéluctable. On est encore en train d'en parler. Et pourtant, on a des chiffres. Enfin, moi, j'entends beaucoup, oui, bon, voilà, c'est vrai que c'est horrible, mais bah, du coup, après le mais, tout s'annule. C'est pas juste, ok, c'est horrible, point. Sophie Bramley, est-ce qu'on passe à votre pièce à conviction ou vous voulez répondre à Marion Séclin? Non, Marion a raison. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'ai envie de voir des rôles modèles positifs, mais ça n'empêche pas, évidemment, de parler aussi des questions qui fâchent. Moi, je crois beaucoup aux modèles qui portent et qui donnent un élan. Mais on en a parlé aujourd'hui. Toi-même, le fait que maintenant il y ait tellement d'historiennes dans des domaines divers et variés qui fassent remonter des femmes spectaculaires, quels que soient les univers, que ce soit en sciences, en art, etc., de se dire waouh, elles ont inventé tout ça et ça n'existe nulle part. Donc c'est vrai qu'un des trucs que je trouve le plus génial depuis 20 ans, c'est le fait que de partout sortent des historiennes qui racontent une autre histoire et ça c'est génial. Je ne sais pas quelle est ma pièce à conviction. Je ne sais pas ce que vous avez choisi au final. Bah non, c'est une de vos pièces à conviction. Ah bon. Ceci. Madonna. Et ouais. Pas n'importe quelle Madonna. Hein. Son livre concept, qu'on peut considérer, vous avez raison, Sophie Bramley, comme un livre manifeste. C'est un livre d'art fait par une artiste avec d'autres artistes, Sexe. C'est sorti il y a tout juste 30 ans, quand Madonna était au firmament de sa carrière. Vous étiez un peu moins consensuel que ce soir, Sophie Bramley. Hein. Vous disiez, bah voilà, je me tiens bien, il y a du monde. Vous disiez, bah voilà, moi je préfère que Madonna soit la chef de toute une équipe et qu'elle décide d'elle-même ce qu'est la sexualité, comme moi j'avais tendance, pour être dans mon rôle, tout en feuilletant ce livre très cher que vous avez, de dire mais elle reproduit le cliché de l'objet sexuel. Non. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Et si vous voulez, Madonna, c'est un génie du marketing et de la provocation, mais avec... c'est quelqu'un qui s'est engagé toute sa vie sur le féminisme, les causes LGBT, le racisme, en voulant toujours aller un petit peu plus loin, bousculer la société, et en plus la société américaine très prude, donc elle est rentrée dans l'histoire de la pop culture américaine en se masturbant sur la scène des MTV Awards en chantant Like a Virgin, et du coup ça a été voilà, par ce coup d'éclat qu'elle est devenue la star qu'elle est. Quand elle a fait ce livre, elle a fait un truc que je trouve dingue et je ne vois pas qui, avant, pendant ou après, est capable de faire un truc pareil. C'est-à-dire qu'elle a pris la totalité de ce qu'il est possible de faire en sexualité, sans le dire, parce que c'est vraiment très honteux, que ce soit les pipes, les cunnilingus, les plans à trois, le sadomasochisme, j'en passe et des meilleurs. Elle a convié d'autres gens célèbres à participer, puisque le rappeur Big Daddy Kane et la mannequin Naomi Campbell participent à ces ébats. Elle a pris un des plus grands photographes de mode de l'époque. Elle a fait un objet absolument sublime, qui est l'équivalent d'un très bon film porno, avec une esthétique incroyable, mais elle leur revendique, et on la voit très dominante, même dans les moments où elle choisit d'avoir des rôles un petit peu plus soumis, c'est absolument pas un objet
l'objectification des femmes, c'est au contraire l'objet de son pouvoir. Et je trouve ça génial. Vous êtes d'accord, Marion Séclan ? Absolument. Je pense que de toute façon, se réapproprier son corps qui conçoit, c'est nécessaire. Et je pense que dans une société comme la nôtre, on ne peut pas reprocher à quiconque de danser un peu avec le diable pour pouvoir s'exprimer. J'ai eu une conversation avec mon père un jour sur le fait que j'avais dû dire un truc, au lieu de dire ta mère comme insulte, j'avais dit ton père. Et mon père répond à ma story. Mon père, c'est vraiment un rageux, mais je le connais et il m'a faite. Donc c'est très drôle de voir qu'il slide beaucoup plus dans mes DM pour me dire oui, bah dis donc, attends. Donc bref, il me dit mais pourquoi tant de vulgarité ? Et je dis c'était. Moi, je suis vulgaire parce que je dis ça alors que ça fait des décennies qu'on dit ta mère comme insulte. Et il me dit, enfin, c'est quand même dommage que tu passes par cette vulgarité. En gros, genre, pourquoi t'es pas plus intelligente ? Et je lui ai dit, je serai plus intelligente quand on aura l'égalité, mais pour le moment, jusqu'à ce que je réussisse à me réapproprier toutes les insultes féminines qui veulent toujours dire d'ailleurs femmes de petite vertu. Il n'y a vraiment rien d'autre qui nous insulte, nous les femmes, à part des termes pour dire qu'on a vraiment une sexualité débridée. Du coup, je lui ai dit, vraiment, on verra quand on sera plus intelligente et on supprimera peut-être les insultes ou peut-être qu'on en trouvera d'autres, mais pour le moment, il faut qu'on se les réapproprie. Et le corps de la femme, c'est pareil. Ça embête beaucoup les hommes quand c'est une femme qui met elle-même en scène sa nudité et sa sexualité. Et elle a pris cher. J'imagine. L'industrie du disque ne lui a pas fait de cadeau. Après sexe, vous voulez dire ? Après non, en règle générale, dans les années 80 à New York, quand les maisons de disques, les patrons de maisons de disques parlaient d'elle, c'était ah tiens, elle couche avec tout le monde pour réussir. Si tu veux son numéro, vas-y, je te le file. On n'aurait pas dit ça d'un mec qui de tout le monde avec qui elle couchait. Hein. Voilà. On disait pas d'eux. Ouais. On disait pas que tous ces hommes avaient couché avec Madonna pour quoi que ce soit. Eux, on les jugeait pas. C'est très dans un seul sens couché. Alors, et c'est vrai que, et moi je suis ce qui s'appelle une féministe pro-sexe, c'est vrai qu'à chaque fois qu'une femme parle de sexualité, elle devient vite l'agresseur. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est un très bon outil. Ça déstabilise beaucoup d'hommes. Alors, Sophie Bramley, c'est le moment de rappeler que vous avez eu une carrière de photographe à un moment où le hip-hop était en plein essor. Vous avez photographié des rappeurs. Bon, on ne peut pas dire que dans ce milieu-là, il y ait une volonté d'être féministe. Hein. Je n'ai pas envie de refaire le débat. Si, moi je veux bien. Non, moi, je veux bien, parce que c'est une histoire. Je sais qu'on a exagéré, qu'on a un tout petit peu peut-être exagéré ce problème. Ce problème existe. Alors, d'abord, moi j'ai photographié le hip-hop au tout début des années 80 et la misogynie n'était pas du tout en place à ce moment-là. Elle est arrivée plus tard, elle est arrivée au début des années 90, probablement quand MTV a démarré Yo aux États-Unis et qu'il a fallu faire des clips et que tout d'un coup, la femme est devenue ce que les Américains appellent une props, c'est-à-dire un accessoire au même titre que les voitures, les chaînes en or, le machin. Le truc, c'est que, et c'est là où je suis très attachée au féminisme afro-américain, c'est que à chaque fois que quelque chose s'est retourné contre les femmes dans le milieu du rap aux États-Unis, elles l'ont utilisé comme un boomerang. Elles ont été sur le même terrain de jeu que les hommes et elles ont été de plus en plus explicites dans leur langage, mais aussi elles ont gardé l'idée pas de nudité, mais enfin d'être extrêmement sexy, mais comme une arme. Et peu de temps après ça, sont arrivés les réseaux sociaux et avec encore un coup de génie, elles ont maîtrisé les réseaux sociaux comme personne et ont fait qu'aujourd'hui, il y a des rappeuses comme Cardi B qui ont 150 millions de followers. C'est un très très grand pays et elles sont complètement affranchies du pouvoir des maisons de disques et c'est extraordinaire. On avance dans le débat, cette fois-ci avec une pièce à conviction un peu spéciale, puisque c'est une pièce du musée, de la collection du MUSEM, et j'appelle à la barre Amélie Lavin. Bonjour Amélie Lavin, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle corps, appartenance, sexualité au MUSEM, et vous allez nous faire découvrir un objet.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jouet, très petit, donc quelques centimètres. Une petite figurine qui représente une mariée en plastique. Et vous voyez le recto en fait, qui montre le mode d'emploi. C'est un jouet qu'on est invité à placer dans un petit récipient d'eau pendant 2 ou 3 jours pour le faire pousser comme une petite plante. Ah, comme les dinosaures, là? C'est ça, oui, ou les licornes, ou tous ces petits jouets qu'on a pour les enfants d'habitude. Et pourquoi, Amélie Lavin, vous avez choisi cet objet? En fait, je trouvais que dans le cadre de cette première soirée et de la question de peut-on être trop féministe, c'était intéressant de présenter un objet trop sexiste, si ça existe, parce qu'il me paraissait être un parfait exemple d'une telle compilation de clichés à la fois plastiques et textuels sur ce que devrait être une femme idéale. Donc déjà, le titre si on veut, le titre de l'objet fait pousser ta nouvelle épouse. Et souviens-toi, le mariage, ça coûte cher, mais le divorce, ça coûte 100 fois plus cher. Voilà, donc on voit que tout de suite, finalement, déjà le premier horizon pour une femme, a priori, ça serait sans doute le mariage, mais surtout, les hommes sont invités à épouser plutôt une petite poupée en plastique à faire grandir qu'une véritable femme en chair et en os. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette femme idéale? Qu'elle n'a pas de bagages, donc elle ne prend pas de place, qu'elle ne grossira jamais, ça c'est pratique, elle restera toujours belle, mince et jolie, qu'elle ne ruinera pas son partenaire, elle ne va pas dépenser tout l'argent, c'est vrai que les femmes, c'est bien connu, elles sont toutes dépensières, qu'elle ne va pas nous déranger pendant le match de foot, qu'elle ne va jamais parler, hein, no mots, blablabla, je crois que c'est ce que je préfère. Et elle garde son opinion pour elle-même, d'ailleurs c'est mieux parce que sans doute elle est peut-être un peu bête, et elle n'a jamais mal à la tête, ce qui est très pratique puisqu'on sait bien que les femmes, quand elles n'ont pas envie de faire l'amour, elles prétendent qu'elles ont la migraine. Et en effet, alors c'est pas forcément dénoncer, c'est plutôt témoigner d'une réalité qui est aussi celle de la société contemporaine, qui est aussi celle d'une société mondialisée, puisque vous voyez l'objet, la poupée Barbie, mais il est fabriqué en Chine, il est vendu possiblement dans le monde entier. Et ça témoigne voilà, de la réalité, de la persistance de ces stéréotypes sexistes qui nous intéressent dans le cadre d'une réflexion plus longue qui a commencé autour de 2005 avec cette enquête sur le mariage et la construction du genre et qu'on va poursuivre en observant comment les constructions de genre se déploient, se modifient. Et donc, on sera amené sans doute à collecter des objets qui diront tout autre chose. Je vous remercie, Amélie Lavin. Juste un mot, vous êtes conservatrice en chef du MUSEM, mais vous êtes responsable du pôle corps, appartenance, sexualité... Apparence. Apparence. Ah bah oui, ah oui c'est pas tout à fait corps, la même chose. Apparence, sexualité, ça c'est nouveau, c'est... Non, en fait, c'est comme ça que ce pôle de collection a été renommé au moment de l'invention du MUSEM. Très bien. Merci beaucoup, Amélie Lavin. En tout cas, ce qui est très bien avec votre pièce à conviction, c'est qu'on va revenir sur le trop féministe, parce que justement, ceux qui parlent de trop de féminisme, on l'a vraiment entendu ces dernières années, c'est quand on parle de jouets pour filles et pour garçons, et ça ne fait pas l'unanimité. Qu'est-ce que vous en pensez, et l'une et l'autre? Oui. Ouais, là, on est dans un radicalisme. Bah, non. D'accord. Mais qu'est-ce qui est radical dans l'idée de se dire qu'on peut avoir les mêmes jouets parce que qu'un garçon joue à la poupée ne fera pas de lui moins un garçon, peut-être un meilleur père, on ne sait pas, et qu'une fille joue aux voitures ne fera pas d'elle moins une fille, que les jouets avec lesquels on grandit sont représentatifs des premières figures qu'on a. Quand on grandit avec des Barbie, on sait que plus tard il faut qu'on ait des gros seins et qu'on soit joli. Quand on grandit avec des Action Man, un peu plus d'ambition déjà, on se dit il faut sauver le monde et tout, regarde je suis un aventurier. Enfin quand on regarde les jouets, les petites cuisines, bon ben voilà c'est pour les petites filles, les petits établis, et encore une fois il y a un jouet pour servir l'homme, servir la famille, et il y a un jouet pour fabriquer des tables ou des choses. Ces jouets sont le premier rapport que vont avoir les enfants avec le genre et avec directement justement cette espèce de pression à, pour les garçons surtout pas faire des trucs trop féminins, et pour les filles, surtout déjà être maman, quoi. Moi, ça me gêne de me dire qu'une petite fille de 2 ans a un poupon et elle fait avec... elle est maman. Vous n'êtes pas passé par là?
Qu'est-ce que vous avez eu comme jouet, Marion Séclin? Moi, j'avais des parents assez spéciaux. Enfin, c'était les ancêtres des bobos, mais c'était parce qu'ils n'avaient pas d'argent à l'époque, donc ils ne voulaient jamais acheter de Barbie ou de choses de marque. Donc moi, j'avais des caplas, ce sont des petites lattes en bois pour construire des trucs. J'avais des trucs de loisirs créatifs, et j'ai pas eu beaucoup de trucs genrés, ce qui fait que j'ai voulu une Barbie toute mon existence. Et quand j'en ai eu une, les bâtards, ils m'ont offert une Barbie. Pardon, mais une Barbie dont le corps était en peluche, parce que c'était une Barbie pour dormir avec. Donc elle avait des chaussons, je pouvais pas lui mettre de pompe à talons. Elle avait pas un corps en plastique, je pouvais pas lui mettre de robe. Donc en fait, j'ai eu une Barbie en pyjama, quoi. Ça vous a pas empêché de devenir Marion Séclin? Et vous, Sophie? D'abord, Sophie, dites-moi ce que vous pensez de ce terrain, peut-être glissant. Alors, je le trouve compliqué parce que ce que j'ai vu auprès des copines féministes de mon âge, mère de famille, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est qu'une mère de famille féministe achète facilement des jouets dits de garçons à ses filles. Et ça devient un tout petit peu plus compliqué pour elle d'acheter des jouets dits féminins à ses fils. Et par ailleurs, il y a un truc assez particulier qui se passe dans la vie des mères de famille. Je pense que si dans la salle, il doit sûrement y en avoir, elles diront si elles sont d'accord avec moi ou pas. Il n'y a pas de mode d'emploi de parents. Et quand on devient un parent, on a tendance à faire exactement ce qu'on a aimé. Si je suis femme, je vais faire exactement ce que ma mère m'a fait que j'ai aimé, ou exactement le contraire de ce qu'elle a fait que je n'ai pas aimé, mais je ne vais pas être capable d'inventer un modèle, malgré tout ce que je sais sur l'éducation des enfants. Il y a un truc très bizarre qui fait qu'on revit sa petite enfance, on a tendance à confondre un peu son gosse avec ses jouets d'enfant. Et on a beau avoir un raisonnement au point, dans les faits, ça l'est beaucoup moins. Et je pense que, je trouve ça compliqué et je compte beaucoup plus sur les familles monoparentales ou LGBT pour arriver à faire un travail qui est plus compliqué dans la famille hétérosexuelle unie. Parce que c'est pas un manque de vouloir, c'est compliqué, c'est juste compliqué. Et donc, j'aimerais bien dire comme Marion, génial, faisons ça, mais je sais que ça n'est pas aussi simple que ça n'en a l'air. Je vous propose d'entendre d'autres témoignages tout de suite, et donc j'appelle à la barre nos deux derniers témoins. Cher public. Bonjour, je m'appelle Patrick Carréron, je suis entrepreneur dans le numérique. Je suis venu témoigner ce soir, mais cette question être trop féministe ne me concerne pas vraiment, car chez moi, dans mon couple, dans ma famille, tout va bien. Moi, je suis un gentil et je suis féministe parce que je comprends très bien que l'égalité homme-femme, c'est important. Bon, même s'il y a certaines choses, on ne pourra jamais les changer. En tout cas, quand ma femme se plaint car elle trouve que la répartition des tâches n'est pas égalitaire, on en parle et on rectifie. Par exemple, j'ai même proposé qu'on fasse à manger chacun de notre tour pendant une semaine, avec conception des menus, courses et tout ça, et c'est super. Par contre, c'est vrai que je peux passer 15 fois devant le linge qui a séché, sans même avoir l'idée de le ranger. Mais quand même, c'est moi qui passe l'aspirateur. Alors, il faut aussi préciser que j'ai un travail avec beaucoup plus de responsabilités que celui de ma femme, ce qui change quand même un peu la donne. Je dirige une start-up avec 25 employés, qui me prend beaucoup de temps, donc tout ce qui concerne le planning des enfants et l'organisation des vacances, c'est plutôt elle. Enfin, c'est elle. Mais elle fait ça très bien, moi je suis toujours d'accord avec ses décisions, et dans le fond, je crois que ça lui déplaît pas de s'occuper de ça. C'est une super organisatrice de vacances. Mais bon, quand même, dans son boulot, avec ses 3 grossesses, Stéphanie s'est arrêtée longtemps. Donc elle a moins progressé. Mais ça, même si certains pensent que c'est injuste, ce n'est pas de ma faute, et vraiment, je doute que ça puisse changer. Sinon, je suis assez protecteur dans ma famille, parfois un peu autoritaire, mais je tiens à le rester. Je suis un peu le référent, et je pense que c'est normal de protéger sa femme et ses enfants, surtout mes filles.
Surtout dans la rue, parce que c'est vrai que les comportements dans l'espace public, ça fait un peu peur. Même moi, avec toutes mes bonnes intentions et sans vouloir être sexiste, je reconnais que quand je croise une jeune et jolie femme dans la rue ou que je lui retiens la porte d'un magasin, eh ben forcément, mon comportement n'est pas le même qu'avec une femme un peu moins jeune ou un peu banale. C'est normal, non? C'est humain. Alors un homme qui serait vraiment sexiste, on peut imaginer, oui, des problèmes. Et dans le boulot, c'est vrai que c'est un peu pareil. C'est quand même avec les femmes qui m'attirent que je vais être le plus conciliant en affaires. Mais comme c'est vrai aussi avec les hommes qui me sont les plus sympathiques, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec le féminisme. Enfin, comme je ne sais pas trop, je préfère laisser les femmes être actives dans ce domaine. Et moi, pendant ce temps, je continue à agir dans mes domaines de compétences. Merci. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, Mesdames les expertes, je suis maître Belkacem, avocate au barreau de Marseille. Peut-on être trop féministe? Le mouvement féministe, dans ses nombreuses expressions, a pour objectif commun la justice, l'équité, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. On serait trop féministe, trop. Ce qui est en trop, le superflu, ce dont on pourrait se passer, qui n'a pas d'utilité véritable, voire qui nous dessert. On sous-entend qu'il y aurait une bonne manière d'être féministe et une mauvaise manière. C'est en luttant de manière radicale que l'on obtient des droits. Les suffragettes, le manifeste des 343 salopes, il y a nécessité de radicaliser la lutte féministe pour défendre les acquis. L'IVG, ce n'est pas parce qu'une loi a été votée qu'elle est acceptée. Radicaliser pour mener le combat contre les viols, contre la violence, les féminicides toujours en augmentation. Radicaliser pour faire face aux attaques radicales, elles aussi, des mouvements réactionnaires et masculinistes. Le constat que l'on doit dresser, c'est que l'objectif qu'on s'est fixé n'est toujours pas atteint. Il est donc nécessaire de continuer la lutte féministe. Ce qui est vraiment trop, ce sont les féminicides, les viols et autres agressions physiques et verbales. Ce qui est vraiment trop, c'est la lenteur de l'État à se donner les moyens de lutter efficacement contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Ce qui est vraiment trop, ce sont les messages de haine qui se répandent sur les réseaux, qui nous traitent de féminazis, de cette salope qui l'a bien cherché, et autres. Ce qui est vraiment trop, c'est cette injonction permanente à correspondre à cet idéal féminin créé par les hommes. J'arrête la liste, mais elle n'est pas close. Alors non, on ne sera jamais trop féministe. La seule bonne question à se poser, c'est pourquoi, quels sont les mécanismes à l'œuvre qui font que, malgré les siècles de lutte, on est si peu avancé. Merci de votre attention. Merci Patrick, merci Maître Belkacem. Une amie m'avait texté ceci, c'est peut-être assez radical comme position, mais ne faut-il pas l'être pour faire tomber un système bien ancré? J'ai une ref, 1789. Alors c'était, je ne sais pas si d'abord les révolutionnaires ils ont essayé de chit-chatter avec Louis XVI et ensuite ils se sont dit bah non en fait on va le guillotiner parce qu'il nous écoute pas, mais en fait aucune révolution, ou alors très rarement, n'est menée avec une violence. Et je suis pas en train d'encourager la violence, je suis juste en train de dire que la violence des femmes, et encore elle est quand même assez mesurée parce que on compte pas aujourd'hui une égalité de la violence des hommes envers les femmes et l'inverse. Donc les femmes n'ont pas le droit d'avoir cette violence-là et cette colère-là. Alors qu'elles sont plus que légitimes à l'avoir. Et je suis persuadée que c'est en
en continuant à vouloir des personnes qui sont opprimées, qu'en plus elles fassent un effort pour le dire bien, pour le dire gentiment, pour pas dire tous les hommes, mais vous avez entendu quiconque dire non mais pas toute la monarchie, ok, il y a des gens quand même, dans l'histoire de France, ils étaient sympas, mais non, ils ont littéralement, on est passé à une démocratie. Il n'y avait pas de discussion sur le fait que tous les rois ne sont pas comme ça. Aujourd'hui, le débat, c'est pas de savoir si les individus le sont ou pas dans leur quotidien, c'est d'avoir cette radicalité, d'avoir une non-radicalité, d'avoir à boire et à manger, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais féminisme, et le féminisme, c'est quelque chose qui se vit, qui évolue, qui se salit, qui se teste. On a besoin d'être toutes et tous, pour les rares qui sont aussi sincèrement avec nous, là, parce que c'est ça qui crée un équilibre. Merci Marion Séclin, merci Sophie Bramley. Cette séance a été enregistrée le 14 novembre 2022, avec la participation de Sophie Bramley, Marion Séclin, Amélie Lavin et de Toufik Hakem à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM en collaboration avec Grégoire Ingold. À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta, Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Tuaillon. En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.